Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour le deuxième chapitre du cours Politique et Société dans la France du Consulat et de l'Empire. Nous allons évoquer aujourd'hui l'œuvre du Consulat. Alors, ce cours est destiné aux étudiants de troisième année de licence de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université, mais j'ai plaisir à accueillir aussi tous ceux qui ont bien voulu rejoindre cette chaîne YouTube et s'informer sur les réalités de la société, de la vie politique à l'époque de Napoléon, c'est-à-dire entre 1800 et 1815. L'œuvre du consulat, c'est une œuvre immense. Le consulat qui naît au début de l'année 1800 véritablement et s'achève avec la proclamation de l'Empire le 18 mai 1804 est une période fondamentale dans la reconstruction des institutions françaises. C'est une période qui a vu naître des réformes dans tous les domaines, administratifs, judiciaires, financiers, scolaires. Bref, ce sont des lois qui vont fonder les institutions dont la France contemporaine est encore l'héritière. Il faut toutefois se rappeler que les hommes du consulat, l'entourage de Napoléon, car Napoléon Bonaparte n'est pas seul à mettre tout cela en œuvre, l'entourage de Napoléon est beaucoup inspiré par les projets qui ont été élaborés à l'époque de la Révolution française. Certains ont abouti, ils seront perfectionnés, d'autres n'ont pas abouti, ils seront concrétisés, on pense naturellement au Code civil. Tout cela, finalement, dans une période qui est marquée par un tour de vis parlementaire. Les assemblées sont tenues en main par le pouvoir exécutif, ce qui favorise incontestablement la rapidité de l'élaboration de la loi et surtout sa sanction par le vote des assemblées qui, dans la plupart des cas, approuvent ces projets de loi. Nous allons donc, en trois parties, évoquer tout d'abord les conditions, le contexte historique qui a favorisé cette reprise en main législative. Ce sera une première partie où j'évoquerai le retour à la paix. C'est une période, donc la période du consulat, qui est une période de paix relative en Europe notamment. Mon premier point sera consacré au retour de la paix intérieure. On l'a vu lors du premier chapitre, lorsque Bonaparte arrive au pouvoir, il est confronté à une France divisée sur le plan civil, sur le plan religieux aussi, nous y reviendrons un peu plus tard. Il y a des foyers d'insurrection, notamment dans l'ouest et le sud-ouest de la France. Il y a des zones où le brigandage, qui est souvent un brigandage lié à un choix politique en faveur de la monarchie, ce brigandage donc sévit notamment dans le sud-est du pays. Bref, il est confronté à une situation d'insécurité qui pose problème, à la fois dans le cadre des relations internes, du commerce notamment, mais aussi pour des raisons extérieures. Par exemple, les foyers de royalisme de chouannerie à l'ouest menacent directement le pays dans le cadre d'une coalition qui inclut encore l'Angleterre. Et l'Angleterre pourrait éventuellement s'appuyer sur ces chouans, comme elle a tenté de le faire auparavant, par exemple en 1795, en créant un foyer de rébellion sur les arrières des armées françaises. D'où le premier objectif de Napoléon Bonaparte lorsqu'il prend le pouvoir, qui est d'éradiquer ces foyers de rébellion, d'insurrection. Il commence par se tourner vers ceux qui ont été finalement parmi les plus actifs au moment de la Révolution, à savoir les Vendéens. Les Vendéens qui vont négocier avec Bonaparte un armistice qui est finalement scellé en décembre 1799. Tous les combattants de la rive gauche de la Loire sont donc invités à laisser tomber les armes. Parmi ceux qui ont contribué à cette pacification, il y a un homme dont nous reparlerons, l'abbé Bernier, qui sera un peu plus tard l'un des négociateurs du Concordat. On tente aussi de convaincre les chefs chouans de la rive droite de la Loire et donc de Bretagne et de Basse-Normandie de se rallier à cette paix générale. Ils sont beaucoup plus réticents à le faire. Certains vont accepter la main tendue par Bonaparte, d'autres la refuser. On pense notamment à Georges Cadoudal qui, lui, chef chouan, quittera le territoire français pour se réfugier en Angleterre. On pense aussi à Frottet, qui est lui un chef de la chouannerie normande, qui sera arrêté et fusillé, car au moment où Bonaparte engage cet effort de pacification, il a aussi repris la guerre contre la chouannerie, notamment dans l'ouest, en Bretagne, pour éviter précisément que la chouannerie ne serve de base arrière, comme je le disais à l'instant,
pour une éventuelle armée anglaise qui débarquerait. Le résultat est relativement probant, puisqu'au printemps de 1800, la chouannerie est sinon éradiquée, en tout cas le danger pour le moment a disparu, même si la menace chouane restera une des obsessions de Bonaparte puis de Napoléon tout au long de son règne. Quant aux zones de brigandage qui sévissent, qui sont importantes dans le sud-est de la France, c'est une autre méthode qui est utilisée. D'abord avec l'usage de véritables colonnes spéciales formées à la fois de militaires et de gendarmes qui vont parcourir le pays et s'en prendre aux bandes armées en essayant de les détruire, de les attaquer. Les hommes qui sont pris les armes à la main sont fusillés sur le champ. Et plus tard, en janvier 1801, on créera même des tribunaux spéciaux pour juger ceux de ces brigands qui, finalement, échappaient d'une certaine façon à la justice, puisque, on reviendra dans un instant sur l'organisation de la justice, puisque jugés par des tribunaux où il y a des jurys populaires émanant des populations locales, ils étaient souvent reconnus non coupables. Donc là, cela va changer à partir de 1801. Il faudra toutefois 2 ans à peu près, entre 1800 et 1802, pour que le brigandage, ce brigandage teinté de royalisme, soit éradiqué du pays. Et on peut considérer qu'en 1802, c'est-à-dire au moment où Bonaparte, nous y reviendrons, va se faire proclamer consul à vie, il a à peu près rétabli l'ordre dans le pays, l'ordre intérieur donc. Il a aussi, et ce sera mon second point, été un pacificateur sur le plan extérieur. Je verrai donc dans un second temps la paix extérieure. J'ai rappelé lors du premier chapitre que lorsque Bonaparte rentre en France en octobre 1799, il l'a fait parce qu'il avait entendu dire depuis l'Égypte que l'Europe s'était à nouveau coalisée contre la France, que les frontières du pays étaient menacées. C'est vrai partiellement, en particulier l'Italie a été quasiment entièrement reconquise, hormis la région de Gênes, par les Autrichiens et les Russes. Des Russes qui, à l'automne de 1799, se sont néanmoins retirés du théâtre des opérations, laissant les Français face aux seuls Autrichiens sur le continent et face à l'Angleterre. Et c'est dans ce cadre que Bonaparte, après avoir fait une offre de paix aux souverains autrichiens et anglais, à la fin du mois de décembre, le 25 très précisément 1799, se décide à repartir en campagne pour assurer la sécurité du pays d'une part et pour affirmer son prestige de chef de guerre. Du reste, alors que la Constitution ne prévoyait pas que le chef de l'État soit aussi un chef militaire, il va s'employer, en confiant le commandement formel de l'armée au général Berthier, il va s'engager directement dans le conflit qui s'ouvre en mai 1800, conflit qui est tourné contre l'Autriche, avec une volonté d'abattre l'Autriche d'abord dans le nord de l'Italie, et c'est l'objectif de l'armée que commande de fait Bonaparte, mais aussi de la prendre à revers par la Bavière, et pour ce faire, il a confié le commandement d'une autre armée au général Moreau. Affirmer son pouvoir donc par les armes, c'est un moyen pour lui de montrer, de consolider son pouvoir, et de fait, les victoires qu'il remporte, notamment à Marengo le 14 juin 1800, qui vont favoriser, qui vont permettre une paix avec l'Autriche, consolident son pouvoir politique à un moment donné où à Paris, on s'inquiète du sort qui pourrait lui être réservé et on prépare déjà l'après-Bonaparte au cas où celui-ci serait tué en combat. La paix extérieure est donc en marche. Dès le mois de février 1801, Bonaparte conclut une paix avec l'Autriche sur les bases de la paix qu'il avait déjà engagée en 1797 à Campo Formio, c'est-à-dire que la France se réinstalle dans le nord de l'Italie et envisage la possibilité de régler le sort de l'Allemagne. Et puis, le mouvement va s'accélérer et 1 an plus tard, en mars 1802, la paix générale est conclue avec l'Angleterre, puisque la paix d'Amiens va donc favoriser cette paix sur le continent européen. Mais dans le même temps, Bonaparte a profité de cet accord avec Londres pour tenter de reconquérir l'empire colonial français qui préexistait à la Révolution française et qui avait été quelque peu écorné
par les années de la Révolution. Cet empire colonial est constitué pour l'essentiel des îles des Caraïbes, Saint-Domingue, qui est la perle de cet empire, la Martinique, la Guadeloupe, Sainte-Lucie, la Guyane, mais aussi Saint-Pierre-et-Miquelon dans l'Atlantique Nord et dans l'océan Indien, les Mascareignes, comme on dit, c'est-à-dire l'île de la Réunion et l'île de France, autrement dit l'île Maurice, plus les 5 comptoirs indiens qui sont les résidus de l'empire que la France avait constitué en Inde. Et enfin, les comptoirs du Sénégal, l'île de Gorée et le comptoir de Saint-Louis. Dans ces colonies, depuis 1794, en principe, l'esclavage avait été supprimé par une loi votée par la Convention. Mais cette loi n'avait été appliquée que dans certains territoires, en particulier Saint-Domingue, en particulier la Guadeloupe et la Guyane. En revanche, en Martinique, par exemple, qui était occupée alors par les Anglais, ou même dans les Mascareignes, où les propriétaires d'esclaves avaient refusé d'appliquer cette loi, elle ne l'avait pas été. Et c'est dans ce contexte que Bonaparte va favoriser le rétablissement de l'esclavage, ou plus exactement la non-application de la loi de 1794 aux colonies restituées par l'Angleterre et à l'ensemble des colonies qui n'avaient pas engagé donc, ce processus de suppression de l'esclavage. Et puis de fil en aiguille, donc cela concerne la Martinique, la Réunion et l'île Maurice, et puis de fil en aiguille, sans que cela ne soit dit clairement, en tout cas dans le texte de loi, ce rétablissement de l'esclavage et de la traite des Noirs va être également étendu aux colonies où l'esclavage avait été supprimé, en Guyane, en Guadeloupe et surtout à Saint-Domingue. Saint-Domingue qui s'est embrasé, où la France a envoyé au début de l'année 1802 une expédition commandée par le général Leclerc, beau-frère de Bonaparte, une expédition qui va se heurter à une résistance farouche de la part des soldats de la colonie, qui sont en fait pour beaucoup des soldats de couleur, mais engagés dans l'armée républicaine, qui derrière Toussaint Louverture ont fait sécession. Et puis cette armée française, ce contingent français, se heurte aussi à la population locale qui, lorsqu'elle apprend que l'esclavage est rétabli, va d'autant plus renforcer sa résistance contre l'armée française, ce qui conduira en 1803-1804 à la capitulation de cette armée qui a par ailleurs été décimée par la fièvre jaune et donc à la perte de Saint-Domingue qui deviendra l'Empire d'Haïti en 1804. Autrement dit, si la paix a été conclue sur le continent européen, des opérations militaires se sont poursuivies, tendant à reconstituer un empire, notamment dans les Caraïbes. C'est un échec dont Bonaparte ne se vantera guère, mais un échec qui va contribuer aussi à lui faire accepter la vente de la Louisiane aux États-Unis en 1803, puisqu'il a alors conscience, là, en Louisiane il n'y a pas de soldats français ou quasiment pas, il a conscience à ce moment-là que de toute manière son projet d'empire caraïbe est caduc et il préfère donc céder la Louisiane pour 80 millions de francs aux États-Unis plutôt que de la voir tomber dans l'escarcelle des Anglais. Mon troisième point, pour terminer avec cette question du rétablissement de la paix, sera consacré à la paix religieuse. Je reviens un tout petit peu en arrière, c'est-à-dire au moment où Bonaparte entre en Italie au printemps de 1800. Il arrive à Milan au début du mois de juin et depuis Milan, il lance un appel en faveur d'une paix religieuse, appel qui est destiné au nouveau pape. Ce pape s'appelle Pie VII, il a été élu en mars à Venise. Et Bonaparte entend réconcilier les deux églises qui se sont divisées depuis les débuts de la Révolution française entre ceux qui ont accepté la constitution civile du clergé adoptée en juillet 1790 et donc qui ont accepté le nouvel ordre né de la Révolution française en quelque sorte, et ceux qui l'ont refusé, les réfractaires. Ces deux églises sont encore en place, s'opposent, sont hostiles l'une vis-à-vis de l'autre, et Bonaparte veut les réconcilier, veut réorganiser ce culte catholique en partant du principe, c'est un principe qu'il va marteler à plusieurs reprises, qu'il est le chef d'État
d'une nation qui est majoritairement, voire très majoritairement catholique, et qu'il se doit donc d'être finalement à l'image de cette majorité. Par ailleurs, et c'est un des traits constants aussi de sa politique, il est persuadé que la religion est un des facteurs de l'ordre social, que la religion permettra de consolider les bases de l'État qu'il est en train de construire. Il va donc, comme il le dit, s'aboucher avec le nouveau pape, c'est-à-dire entrer en contact avec lui. Celui-ci envoie à Paris des négociateurs qui vont pendant plusieurs mois, entre le mois d'octobre, novembre et juillet 1801, discuter d'un projet de concordat qui aboutit finalement par une signature après des complications dans le détail desquelles je n'entre pas. Signature donc qui intervient dans la nuit du 15 au 16 juillet 1801 et qui permet finalement de rétablir, de réorganiser une église unique, qu'on va désigner sous le terme d'église concordataire, une église unique qui associe des éléments du clergé réfractaire, ils sont les plus nombreux, des éléments du clergé constitutionnel, même si du côté constitutionnel, on a finalement très peu approuvé ce rétablissement des relations avec le Saint-Siège, et un homme comme l'abbé Grégoire, qui en est en quelque sorte le chef de file, proteste contre ce rétablissement d'une Église qui paraît finalement faire la part belle à la papauté. Dans le même temps, Bonaparte reste attentif à préserver la liberté religieuse, à ne pas revenir sur cette disposition qui est au cœur de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et pendant donc qu'il négocie avec le pape, il va aussi préparer des textes de loi qui favorisent l'organisation de deux cultes protestants, le culte réformé ou calviniste et le culte luthérien, qui seront organisés donc et dont les textes seront ajoutés au concordat dans un texte de loi qui est adopté le 8 avril 1802, texte de loi donc qui porte le nom de loi du 18 Germinal an X et qui constitue le cadre de la reconnaissance par l'État d'un pluralisme religieux fondé sur l'existence de trois cultes, le culte catholique, le culte réformé, le culte luthérien, avec l'affirmation du principe de liberté religieuse. À ces trois cultes initialement reconnus en 1802 s'ajoutera en 1808, nous aurons l'occasion d'y revenir, le culte israélite, comme on dit à l'époque, qui sera réorganisé sur des bases assez comparables. Pour les Français, et en particulier pour les catholiques, c'est un succès puisque cela permet le rétablissement des cultes dans la plupart des paroisses. Donc Bonaparte peut apparaître comme le restaurateur de la religion, comme le sauveur de la religion, et c'est aussi un des éléments en 1802 qui va favoriser sa popularité, expliquer qu'il puisse réaffirmer donc son pouvoir en le faisant pérenniser par le consulat à vie. Nous y reviendrons. Pacificateur, Bonaparte est dans le même temps, car tout cela se mène de front, il faut bien l'imaginer, est aussi le réorganisateur de la France, et c'est ce que je voudrais évoquer dans une deuxième partie, le rétablissement de l'ordre. Premier point, la réforme financière. C'est une réforme très importante, parfois un peu technique, mais il faut parfois aller au fond des choses pour comprendre comment cela fonctionne. Je vous ai dit en commençant dans le premier chapitre que l'une des raisons de la Révolution avait été le problème financier, non réglé pendant les années révolutionnaires, et Bonaparte hérite de ce problème, même si le Directoire avait déjà commencé à amorcer des réformes, notamment dans la perception de l'impôt. Pour dire les choses clairement, les impôts existent. Il y a 4 impôts principaux, ce que l'on appellera au XIXe siècle les 4 vieilles, qui ont été instaurés soit au début de la Révolution française, au moment de la Constituante, soit sous le Directoire. 4 impôts qui permettent donc de drainer des sommes relativement importantes, mais qui rentrent mal. Alors, il faut dire un mot d'abord de ces 4 impôts pour comprendre comment le système fonctionne. Il y a d'abord le principal impôt, c'est l'impôt foncier. L'impôt foncier qui représente 80% des contributions directes. C'est un impôt qui repose sur les propriétés de la terre, mais aussi propriétés immobilières. Les immeubles, notamment, en font partie.
cet impôt donc, est le plus important. Il y en a un autre, c'est l'impôt personnel et mobilière. La contribution personnelle et mobilière touche à la fois les salaires, les traitements, mais aussi les revenus que les Français peuvent tirer, par exemple, de leur participation à telle ou telle entreprise. Cet impôt est beaucoup plus faible que le précédent. Le troisième impôt, l'impôt dit la patente, c'est-à-dire l'impôt qui repose sur l'activité des artisans et des commerçants. Et enfin, le quatrième impôt, né au moment du Directoire, c'est l'impôt dit des portes et fenêtres, qui est une sorte d'impôt sur la fortune qui permet de taxer les Français en fonction de leurs revenus apparents, puisque plus vous avez une demeure vaste, plus il y a de portes et de fenêtres, donc plus vous êtes censé être riche et plus vous allez payer d'impôts. C'est assez simple et d'ailleurs c'est un impôt qui rentre relativement bien. Ces quatre impôts, précisément, rentraient mal à la fin du Directoire, d'où l'idée de Bonaparte, dès la fin du mois de novembre 1999, donc il n'attend même pas la promulgation de la Constitution qui n'est pas encore adoptée, dès la fin du mois de novembre 1999, avec son ministre des Finances Gaudin, il met en place un système qui finalement s'inspire du système d'Ancien Régime pour prélever l'impôt, en décidant de distinguer deux administrations. L'administration qui va au sein du ministère des Finances d'abord, puis au sein du ministère du Trésor à partir de 1801, une administration qui va fixer le montant de l'impôt que chaque Français doit payer. Et puis, donc, qui est placé sous l'égide de contrôleurs généraux qui veillent donc à cette bonne redistribution. Et puis, il y a l'administration qui, à l'inverse, va se charger de collecter l'impôt. On fait appel pour cela à des fonctionnaires nommés par le chef de l'État et non pas élus comme c'était le cas au début de la Révolution française, des receveurs généraux au niveau du département, des receveurs particuliers au niveau du district en 1999, puis de l'arrondissement à partir de la réforme administrative de février 1800. Ces hommes sont chargés de collecter l'impôt. Ils seront secondés à partir de 1803 par des percepteurs qui interviennent dans les villes où le montant à prélever est suffisamment important, plus de 15 000 francs pour l'ensemble. Donc ces receveurs sont chargés de prélever l'impôt, et pour qu'ils ne partent pas avec la caisse, on leur demande d'avancer des sommes, une sorte de caution en quelque sorte, qui va être versée elle-même dans une caisse qui est créée au même moment, qui est la caisse d'amortissement, qui est l'ancêtre de la caisse des dépôts et consignations, qui va ainsi collecter des fonds. C'est une forme d'avance sur l'impôt qui permettra aussi à la caisse d'amortissement d'intervenir sur le marché financier, en particulier pour soutenir la rente que l'État vend régulièrement pour également financer ses projets. Donc un système qui se remet en place et qui va s'avérer relativement efficace, puisqu'au bout de 2 ans, et alors que l'on a supprimé l'essentiel des impôts indirects, que l'on rétablira par la suite, au bout de 2 ans, donc, le budget de l'État est en équilibre. Ces réformes sont complétées du reste par la mise en place, la création de la Banque de France au début de l'année 1800. C'est à la fois une façon de récompenser les financiers, on pense à Perregaux, qui ont aidé le Bonaparte au moment du coup d'État. C'est un moyen de les financer, et c'est aussi un moyen d'assurer une sorte de réserve financière qui pourrait servir, le cas échéant, à combler le déficit budgétaire. Cette Banque de France, elle a pour mission à la fois d'émettre la monnaie, elle va en avoir finalement le monopole, et elle sert aussi de banque de réescompte, c'est-à-dire qu'elle va servir de banque centrale, en quelque sorte, pour les petits établissements bancaires qui peuvent se tourner vers elle pour déposer les mandats, les échéances qui leur ont été remises pour faire ce que l'on appelle du réescompte, c'est-à-dire avancer la somme correspondante au billet en question. Donc un système financier qui finalement très vite se met en place avec des structures qui s'affinent au fil des années. J'ai évoqué la création de
du ministère du Trésor en 1801, on peut aussi évoquer la création de l'inspection des finances qui est chargée aussi de vérifier les comptes des receveurs. À partir du moment où l'argent circule, où l'État retrouve un budget en équilibre, cet État finalement bénéficie d'une reconnaissance, d'un crédit que d'autres éléments ont aussi favorisé, et je voudrais en venir dans un second temps à la réforme administrative. Cette réforme administrative est sans doute l'une des plus connues de la période du consulat. Elle est élaborée, adoptée en février 1800, et on en retient essentiellement la création des préfets. En fait, cette réforme contribue à reconnaître le département comme l'élément de base du pays. Il y a en 1800 à peu près 103 départements, donc 20 de plus qu'en 1790 au moment de leur création. Simplement, à des directions collégiales ou plus ou moins collégiales à l'époque de la Révolution, on va substituer un représentant unique de l'État en la personne du préfet, un préfet qui est l'intermédiaire entre la population, en tout cas les fonctionnaires qui sont sous sa tutelle, et le gouvernement, notamment le premier consul, qui, et c'est bien précisé dans les textes qui régissent ce dispositif, ne doit pas être l'homme de la Révolution, mais favoriser le consensus entre les différents partis qui s'étaient divisés à l'époque de la Révolution, et surtout qui va avoir la main sur la plupart des secteurs importants de la vie du pays, que ce soit l'économie, l'éducation, la religion, la conscription, donc le recrutement de l'armée, la police, même si d'autres interviennent comme les commissaires, on y reviendra. Bref, ils sont essentiels, pense-t-on à l'époque, à la vie du pays. Ils sont ce relais, ils font aussi remonter des informations, par exemple concernant ce que l'on appelle l'esprit public, on dirait aujourd'hui l'opinion publique, pour favoriser finalement une écoute de la population à une époque où, évidemment, il n'y a pas de sondage. On crée dans ce cadre du département des arrondissements, donc qui se substituent aux districts. Il y en a environ entre 3 et 6 par département, et à la tête de ces arrondissements, on établit un sous-préfet. Enfin, le pays est divisé en municipalités, en communes, environ 36 000, avec de manière intermédiaire un échelon, le canton, qui perdure par rapport à la Révolution. À la tête des communes, donc des municipalités, il y a un maire qui, comme le préfet et le sous-préfet, est nommé par le pouvoir en place, que ce soit par le premier consul pour les villes importantes de plus de 5 000 habitants ou par le préfet pour les communes de plus petite taille. De même, l'adjoint ou les adjoints de ces maires sont des fonctionnaires considérés comme tels et nommés par les pouvoirs politiques. Donc ce système qui favorise une forme de centralisation est aussi un moyen d'incarner l'État au plus près du citoyen, qui peut se reconnaître dans le maire, dans le sous-préfet et surtout dans le préfet, qui va jouer un rôle important au cours de la période. Nous reviendrons en évoquant leurs caractéristiques sociales un peu plus longuement sur eux prochainement. Cette réforme administrative, donc, elle incarne l'État, elle favorise l'incarnation de l'État auprès des citoyens. L'État se doit aussi, selon Bonaparte, de rétablir la sécurité dans le pays. Cela ne passe pas seulement par les efforts militaires que l'on a évoqués, cela passe aussi par le renforcement, et ce sera mon troisième point, le renforcement de la justice et de la police. On va s'attarder quelque peu sur la réforme de la justice qui intervient alors par plusieurs mesures, mais la plus importante date de mars 1800, donc au début du consulat. C'est une réorganisation qui s'appuie sur des réformes déjà engagées à l'époque de la Révolution. On ne bouleverse pas tout. Une réforme qui vise finalement à maintenir un principe qui a été mis en place par la Révolution française, à savoir l'égalité de tous les citoyens face à la justice. Il n'y a plus de privilèges comme sous l'Ancien Régime. Tout le monde est en principe donc à la même enseigne face à la justice. Ce qui suppose de maintenir une forme de proximité entre le citoyen et la justice. Dans ce cadre, on conserve la justice de paix, qui est une justice de proximité. Le juge de paix est élu à partir de 1800 au niveau du canton. Il sera nommé par le chef de l'État à partir de 1802. C'est un juge qui est plutôt
pourrait dire aujourd'hui un médiateur, qui est chargé de régler les conflits locaux, entre des conflits de voisinage notamment, qui peut éventuellement dresser des amendes, mais dont le rôle finalement est assez limité. Au-dessus de ce juge de paix, on met en place en 1800 des tribunaux de première instance qui s'établissent au niveau des arrondissements. La réforme intervient un mois après la réforme administrative et le cadre administratif sert de cadre à la réforme judiciaire. Ces tribunaux de première instance, qui sont composés d'un nombre variable de magistrats selon la taille des arrondissements, ces tribunaux jugent à la fois au civil et jugent également les délits. Ils font office en quelque sorte de tribunal correctionnel, lesquels n'ont pas encore été établis par la réforme judiciaire. Au niveau supérieur, c'est-à-dire au niveau du département, il y a un tribunal criminel, qu'on appellera à partir de 1808 la cour d'assises, qui, comme son nom l'indique, juge les crimes, et puis peut servir de tribunal d'appel pour les jugements qui ont été proférés dans les tribunaux de première instance. Enfin, à un niveau supérieur, sont créées des cours d'appel. Le ressort d'une cour d'appel est d'environ 4 départements. Ces cours d'appel, à l'origine, ne se prononcent que sur des jugements à la fois civils ou commerciaux, et pas sur les jugements concernant les crimes et délits. Au sommet de la hiérarchie, le tribunal de cassation, comme on dit en 1800, est chargé, comme aujourd'hui la Cour de cassation, de vérifier que les jugements ont été prononcés dans les règles, qu'il n'y a pas eu de vice de procédure, qu'il n'y a pas eu d'atteinte non plus à la loi, et le cas échéant, si cela n'a pas été respecté, le tribunal de cassation peut renvoyer une affaire qui ne juge pas sur le fond à un autre tribunal que celui qui a jugé en première instance. Voilà ce dispositif qui permet finalement de couvrir le territoire et de refaçonner une justice. Avec, par rapport à la Révolution, néanmoins, des évolutions. D'abord, à l'exception des juges de paix entre 1800 et 1802, tous les magistrats sont nommés par le pouvoir, par le chef de l'État. En principe, ils sont inamovibles, mais on s'apercevra très vite, notamment en 1808, que des purges sont possibles, que des épurations existent, ce qui limite donc la séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le judiciaire. L'autre élément à prendre en compte, c'est finalement l'atténuation du rôle des jurys populaires, qui était un des éléments de base de la réforme de la justice au début de la Révolution française. On préserve 2 jurys, un jury dit d'accusation, qui est en fait un jury qui contribue à valider l'instruction, laquelle en fait est entreprise par un magistrat au sein du tribunal, le directeur du jury d'accusation, donc lequel fait son enquête, une enquête orale, il interroge les différents témoins, il rend un rapport écrit, et c'est sur la base de ce rapport écrit que le jury d'accusation décide ou non de transférer l'affaire au tribunal pour un procès. Il y a aussi, alors ces jurys d'accusation interviennent à la fois pour les tribunaux de première instance et pour les tribunaux criminels. Il y a aussi un jury de jugement qui, lui, n'intervient que dans les tribunaux criminels, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas pour les tribunaux de première instance. Ce jury de jugement fonctionne comme les jurys en cour d'assises aujourd'hui. Simplement, à l'époque, ils sont composés essentiellement des notables, des grands notables du département, puisqu'il faut faire partie de ces listes de notabilité pour être éventuellement convoqué à ce type de jury. Nous reverrons plus tard que des lois, des réformes nouvelles interviennent dans la justice. En particulier, sera élaboré en 1810 un code pénal qui remplace le code pénal qui est toujours donc utilisé pendant les années du consulat et les premières années de l'Empire. C'est le code pénal de 1791. En ce qui concerne la police, j'aurai l'occasion d'y revenir plus longuement, je n'y insiste pas, mais se met en place là aussi une organisation qui repose sur un dédoublement des forces de police dans le prolongement de ce qui se faisait déjà à l'époque de la Révolution française. Il y a un ministère de la police générale qui coordonne l'action notamment des commissaires de police
nommés dans les principales villes du pays, qui eux font finalement plus du renseignement que de la recherche des prévenus ou des coupables. Et puis il y a surtout la gendarmerie qui a été réorganisée en 1798, qui est renforcée en 1801 et qui dépend, elle, du ministère de la Guerre et hiérarchiquement dépend d'un premier inspecteur général de la gendarmerie qui n'est autre que le général Moncey, qui sera promu maréchal en 1804. La gendarmerie, c'est essentiellement la police des campagnes qui contrôle donc les routes, qui assure la sécurité dans les campagnes, mais qui sert aussi de bras armé pour les commissaires de police, par exemple en ville, lorsque ces derniers ont besoin de faire appel à des forces de l'ordre pour appréhender un suspect, par exemple. Voilà le dispositif. Ajoutons-y enfin qu'à partir de 1801 sont créés des tribunaux spéciaux, j'aurai l'occasion d'y revenir, tribunaux spéciaux qui ont la particularité de ne pas faire intervenir le jury populaire et qui sont créés, comme je le laissais entendre il y a un instant, pour juger en particulier des crimes de brigandage et qui d'une certaine façon vont contribuer donc à un renforcement de la pression judiciaire sur le pays. Nous en avons terminé donc avec cette deuxième partie. J'en viens enfin, dans une troisième partie, à l'encadrement de la société. Premier point, je voudrais évoquer la formation des élites, c'est-à-dire la loi sur l'enseignement de mai 1802, qui est une des caractéristiques aussi de l'œuvre prolifique du consulat. Cette loi est connue pour être essentiellement celle qui fonde les lycées. Il faut détailler un petit peu plus et rappeler qu'en réalité, cette loi envisage l'ensemble des niveaux de la formation des jeunes enfants, mais se délègue en quelque sorte l'éducation primaire, alors que la Convention avait envisagé une éducation primaire gratuite et obligatoire. Elle délègue cette éducation primaire aux communes. L'État se désengage de la formation des jeunes enfants dans les premières années de leur formation, faute de moyens, bien sûr, mais aussi parce que l'idéologie prédominante consiste à former essentiellement les élites. Les mairies sont donc libres d'ouvrir des écoles, de confier ces écoles soit à un instituteur laïque, soit éventuellement à des congrégations religieuses. Et de fait, la congrégation, par exemple, des frères des écoles chrétiennes, qui s'est fait une spécialité de la formation des plus jeunes enfants, sera soutenue par l'État, mais l'État n'intervient pas financièrement, ce qui veut dire que dans la plupart des cas, les parents sont obligés de payer la scolarité de leurs enfants, ce qui explique une scolarité finalement réduite dans les premières années du XIXe siècle. Ce qui intéresse donc l'État napoléonien, c'est la formation des élites, c'est-à-dire ce que l'on fait dans l'enseignement secondaire. Il crée donc des lycées, 45 lycées dans les principales villes de l'Empire au départ. Il y en aura une centaine à la fin de l'Empire. À côté de ces lycées, donc, qui sont le fleuron finalement de l'éducation secondaire, sont également rétablis des collèges. Les uns et les autres prennent la place, dans la plupart des cas, des écoles centrales qui avaient été établies à l'époque de la Révolution. La différence, c'est qu'on redonne une part importante à l'enseignement des humanités, à côté de l'enseignement scientifique, deux piliers donc, pour former les élites de la nation, mais aussi les élites de l'armée, car Napoléon a en vue aussi la formation des officiers. Et précisément, il envisage dans cette même loi l'existence, la recréation d'un enseignement qu'on pourrait dire professionnel pour régler toute une série de problèmes qui étaient nés de la disparition des facultés d'Ancien Régime, en établissant ce que l'on appelle des écoles spéciales de médecine, de pharmacie, de droit, pour la formation des métiers correspondants, et aussi la création d'une école spéciale militaire qui s'établira à Fontainebleau, puis ensuite à Saint-Cyr, afin de former les officiers, Bonaparte ayant dans l'idée qu'il pourrait former l'ensemble des officiers par le biais de ces écoles. En réalité, il n'en aura pas les moyens, et puis surtout, la demande est telle qu'il faudra aussi recruter, et surtout recruter en faisant monter des sous-officiers, des hommes du rang donc.
Je voudrais dans un second temps évoquer la distribution des honneurs. Là aussi, on touche à une des réformes qui, sans être fondamentale, permet de comprendre le fondement idéologique du régime napoléonien. Je veux évidemment parler de la création de la Légion d'honneur en mai 1802, qui a d'ailleurs été contestée par un certain nombre des députés au corps législatif qui y voyaient la renaissance des ordres d'Ancien Régime. La Légion d'honneur se substitue à des armes d'honneur qui existaient préalablement et qui ne récompensaient que les militaires pour des hauts faits d'armes. Cette Légion d'honneur, elle est conçue pour récompenser à la fois les soldats méritants, soldats ou officiers, mais aussi les civils qui ont accompli des actions notables dans le pays. Mais cette Légion d'honneur, qui donne droit à une pension, cette Légion d'honneur est aussi conçue pour former finalement les cadres de la nation. Le terme de légion, emprunté naturellement à la Rome antique, comme beaucoup des institutions fondées alors, consulat, tribunat, préfecture, etc., la Légion d'honneur est composée de cohortes qui réunissent les légionnaires, lesquels sont donc censés assurer la protection du régime et, par voie de conséquence, la protection du premier consul. Cette Légion d'honneur qui va donc s'enraciner dans le pays est distribuée pour la première fois, ces Légions d'honneur sont distribuées pour la première fois en 1804, après la proclamation de l'Empire. C'est tout un symbole, c'est une façon pour Napoléon de confirmer sa volonté d'asseoir son pouvoir à travers la création de ces corps, de ces légionnaires, donc censés le protéger. Et enfin, je voudrais terminer ce chapitre dans un troisième temps en évoquant le Code civil. Donc, troisième point, le Code civil, c'est un des monuments du consulat, érigé par le consulat, non sans mal du reste. Le Code civil, c'est l'ensemble des lois qui règlent la vie en société. Sa rédaction avait été prévue dès la Constitution de 1791. Plusieurs projets avaient vu le jour, en particulier émanant de Cambacérès, devenu depuis second consul. Cambacérès que du reste, dès 1800, Bonaparte consulte à ce sujet, avant de former une commission de 4 membres, de 4 juristes, pour la plupart, enfin tous du reste, appartenant au Conseil d'État, qui doivent faire en sorte de rédiger un code civil qui soit une synthèse entre les lois d'Ancien Régime et les lois de la Révolution, entre le droit coutumier qui prévalait pour l'essentiel dans le nord de la France et le droit romain, le droit écrit, qui prévalait dans le sud. La petite équipe dont le fer de lance est Portalis, un juriste, un avocat d'Aix-en-Provence, se met au travail. Portalis va, dès 1800, tracer les lignes directrices de ce projet, dont un premier état est refusé par les assemblées à la fin de 1801, obligeant le Conseil d'État à se remettre au travail. Plus d'une centaine de séances sont nécessaires pour parvenir au résultat final, et Bonaparte lui-même s'est beaucoup impliqué dans la rédaction de ce Code civil, puisqu'il a participé à une 50aine de séances, donc s'attachant en particulier aux questions du mariage et du divorce. Il en ressort donc un code très volumineux, publié en 1804, qui a la particularité de, non pas revenir sur l'ensemble des dispositions antérieures, mais finalement de fonder une société s'appuyant sur 2 piliers, la famille d'une part, la propriété d'autre part. Les différents livres qui constituent ce Code civil, en effet, concernent tout d'abord l'organisation de la vie en société à travers ce modèle familial qui est véritablement prédominant. Une famille qui est à l'image de l'État, en quelque sorte, avec un chef de famille, le père, qui est à l'image du chef de l'État Bonaparte, qui a autorité sur sa femme et sur ses enfants, lesquels doivent à la fois obéissance et respect au chef de famille, et avec des droits qui ne sont pas les mêmes entre les différents membres. On connaît l'inégalité la plus complète entre le mari et la femme. La femme, comme on dit, passe de la tutelle de son père à la tutelle de son mari. Une fois mariée, elle n'a plus
Elle n'a aucun droit sur le plan civil, elle n'a pas le droit d'ester en justice sans l'accord de son mari, elle n'a pas le droit de faire de dépenses sans l'accord de son mari, elle ne peut pas se porter acquéreur d'un bien sans l'accord de son mari, elle ne peut même pas gérer ses biens propres, c'est ceux qui lui viennent par exemple de sa famille, sans l'accord de son mari. Et si le mari a disparu, c'est alors soit son père, soit éventuellement un tuteur désigné par un conseil de famille qui se substitue à l'homme absent. Bref, une situation de mineur. Ajoutons, cela ne relève pas du Code civil, mais des dispositions politiques, que les femmes n'ont pas le droit de vote à ce moment-là. Les enfants sont aussi dans une situation de mineur, puisque ils doivent demander par exemple l'autorisation des parents jusqu'à leur majorité de 25 ans pour se marier. Ils sont susceptibles aussi d'être enfermés sur simple demande du père de famille en cas de mauvaise action. Ils doivent, je l'ai dit, obéissance. Ils doivent aussi apporter une sécurité aux parents une fois ceux-ci plus âgés. Bref, il y a là aussi toute une série de dispositions relativement contraignantes. En revanche, le Code civil a conservé une disposition adoptée par la Révolution française, c'est-à-dire la suppression du droit d'aînesse, qui ne prévalait pas dans toutes les régions, mais en particulier dans les régions du sud de la France. La disparition du droit d'aînesse va conduire à un partage à peu près égal. On a conservé une part qui peut permettre d'avantager l'un des enfants, mais globalement, la philosophie qui a été retenue, c'est le partage égal des biens entre l'ensemble des enfants. L'héritage est en effet, comme la propriété, on l'a dit, au cœur de ce dispositif. Il s'agit de protéger le patrimoine. Les dispositions concernant les échanges, les achats, ventes, mais aussi l'héritage sont donc fondamentales au cœur du Code civil. Protéger le patrimoine, cela concerne aussi la protection de la famille légitime et donc l'exclusion du champ de l'héritage des enfants naturels, par exemple. L'exclusion aussi des enfants adultérins. Et c'est là tout un des éléments, tout un des objets de la discussion qui a eu lieu autour du divorce qui a été instauré en France en septembre 1792, qui est contesté par un certain nombre de législateurs au début du Consulat et qui est finalement conservé pour favoriser finalement la paix des ménages, en tout cas éviter que des conflits à l'intérieur des familles ne se terminent de façon dramatique par des meurtres par exemple. Mais les conditions pour divorcer sont telles que le nombre de divorces sera très faible à partir de 1804. Pour divorcer, en effet, on peut le faire par consentement mutuel, mais alors il faut obtenir l'autorisation des parents, il faut s'être marié depuis plus de 3 ans, depuis moins de 20 ans, et en plus, on ne peut pas se remarier avant 3 ans. Donc des conditions qui font que quasiment personne n'opte pour cette formule du divorce par consentement mutuel. On peut bien sûr demander le divorce si l'un des époux a eu des problèmes avec la justice, c'est relativement rare. Et finalement, la méthode pour divorcer, c'est de demander le divorce pour adultère, avec là encore une inégalité forte entre les époux, puisque le mari peut demander le divorce pour adultère, quel que soit le lieu où cet adultère a été commis. Il faut bien entendu en apporter la preuve, alors que la femme ne peut demander le divorce que si l'adultère a été commis au domicile conjugal, c'est-à-dire si le mari a introduit une deuxième femme, quasiment passible de bigamie, c'est aussi un délit qui est condamnable, c'est-à-dire a introduit finalement le désordre dans la famille. Pour le cas de la femme, comment s'explique cette disposition ? Eh bien précisément pour protéger l'héritage. Si une femme commet l'adultère et accouche d'un enfant dont le père n'est pas son mari, alors qu'il sera reconnu comme tel, alors la division du patrimoine se fera entre plus d'enfants au profit d'un enfant qui n'est pas du même lit que ses demi-frères ou demi-sœurs. Donc un code qui est finalement à la fois misogyne, à la fois qui fonde on pourrait dire un ordre bourgeois. Le Code civil n'a pas rétabli les privilèges d'Ancien Régime. Il est fondé sur le principe de l'égalité civile.
d'une certaine forme de liberté individuelle, par exemple dans la possibilité de vendre et d'acheter, même si c'est une liberté qui vaut essentiellement pour les hommes. Ce code civil, socle de la société impériale, puis de la société du XIXe siècle, va avoir une longue pérennité et même servir de modèle pour un certain nombre de pays en Europe notamment. Ce sera l'un des effets de la diffusion des idées françaises à travers les guerres menées par Napoléon dans les années suivantes, au point d'ailleurs que ce code finira par être rebaptisé Code Napoléon à partir de 1807. Vous le voyez donc, et j'en termine par ces quelques mots, l'œuvre du consulat est une œuvre très importante qui refonde les institutions et contribue donc à façonner la France moderne à travers des lois qui, d'une certaine façon, voient aussi s'imposer la victoire de la classe sociale qui a remporté, qui a été la principale bénéficiaire de la Révolution française, à savoir la bourgeoisie, que nous reverrons dans plus de détails dans une séance prochaine.